Bonjour à tous. Alors merci d'être présents. Alors je m'appelle Marine Giard, je suis médecin spécialiste de la prévention du risque infectieux au CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes et je participe à la mission Primo. Je vais modérer cette session avec Charlotte Moreau, qui est pharmacien hygiéniste au CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes et qui travaille principalement pour la mission nationale Primo. Également en renfort à la technique, Sonia Jovelin, qui est ingénieure de recherche au CEPIAS et au CRATB Pays de la Loire, ainsi qu'à la mission nationale Primo. Et je les remercie toutes les deux pour leur support. Alors, dans un premier temps, je présenterai le programme d'amélioration de l'état bucco-dentaire des résidents en établissements médico-sociaux qui a été élaboré par la mission Primo. Secondairement, le docteur Benoît Perrier, chirurgien dentiste et président de l'Union française pour la santé bucco-dentaire, UFSBD, présentera les éléments clés de l'hygiène bucco-dentaire des personnes âgées ou en situation de handicap. Et enfin, nous aurons un duo d'intervenantes. Evelyne Malaquin-Pavant, qui est cadre supérieur de santé, infirmière spécialiste clinique et présidente du Conseil national professionnel infirmier, le CNPI. Elle sera accompagnée par Anaïs Varlet-Bécu, qui est infirmière spécialiste clinique, et toutes deux copilotent le groupe de travail hygiène bucco-dentaire soins de bouche du CNPI. Elles présenteront un retour d'expérience sur la réalisation des soins d'hygiène bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes par les professionnels. À l'issue des trois présentations, nous prendrons le temps d'échanger et de répondre à vos questions. Donc, je commence avec la première présentation, le programme d'amélioration de l'état bucco-dentaire des résidents en établissements médico-sociaux, élaboré par la mission nationale Primo avec un groupe de travail intersépias. Je ne vais pas décrire le contexte qui sera développé dans les interventions suivantes, juste mentionner le fait qu'en EHPAD, entre 35 et 50% des résidents souffrent de pathologies dentaires ou bucco-dentaires, et je ne connais pas ce pourcentage pour les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. L'objectif principal de ce programme est simple et ambitieux, améliorer la santé bucco-dentaire des résidents en établissements médico-sociaux. Les objectifs secondaires sont multiples. Tout d'abord, sensibiliser non seulement les professionnels des établissements médico-sociaux, mais aussi les aidants et les résidents aux enjeux d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Former les professionnels non seulement ou plutôt tout d'abord des équipes d'hygiène, équipes mobiles d'hygiène et équipes opérationnelles d'hygiène, puis secondairement les professionnels des établissements médico-sociaux à la prise en soins bucco-dentaires. Alors former, ça veut dire former aux mesures préventives, c'est-à-dire à l'hygiène bucco-dentaire au quotidien, former à l'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique des résidents, et former à l'éducation des résidents à l'hygiène bucco-dentaire. Troisième objectif, mettre à disposition des outils pratiques et des protocoles standardisés. Et enfin, favoriser les collaborations entre les établissements médico-sociaux, les équipes d'hygiène et les chirurgiens dentistes qui peuvent intervenir dans ces établissements. Les publics cibles sont bien sûr les résidents de ces établissements, personnes âgées ou en situation de handicap, leurs aidants, les professionnels des établissements médico-sociaux. Alors, ça signifie tous les professionnels qui peuvent être amenés à prendre en soin ou accompagner les résidents dans la réalisation de l'hygiène bucco-dentaire. Les équipes d'hygiène, EMH et EH, et enfin les chirurgiens dentistes qui interviennent dans ces structures. Le programme est mis en œuvre au niveau régional à l'initiative du CEPIAS et comporte trois volets. Pour un établissement médico-social, l'entrée dans le programme se fait par le recueil d'indicateurs. La formation de formateurs, c'est-à-dire la formation des équipes d'hygiène par des chirurgiens dentistes, est un volet qu'on souhaiterait réaliser, mais qui est optionnel car il dépend de financement, donc du fait d'avoir trouvé des financements. Le troisième volet est la formation des professionnels des établissements médico-sociaux par des équipes d'hygiène. Au niveau régional, les étapes du programme peuvent se résumer ainsi. Tout d'abord, à l'initiative du CEPIAS, un comité de pilotage régional est créé. Puis, si un financement a été identifié, la seconde étape est la formation de formateurs, c'est-à-dire la formation des équipes d'hygiène par des chirurgiens dentistes. La troisième étape est le recueil d'indicateurs relatifs à l'hygiène bucco-dentaire par les établissements médico-sociaux. La quatrième étape est la formation des professionnels des établissements médico-sociaux par les équipes d'hygiène préalablement formées. Puis, à un an, on répète le recueil d'indicateurs pour évaluer le programme et les deux dernières étapes peuvent être répétées autant que de besoin. Les indicateurs à recueillir par les établissements médico-sociaux sont au nombre de 4 ou 6 si on compte les sous-questions, ils sont détaillés ici.
Alors, le premier est, est-ce qu'il existe une procédure relative aux soins d'hygiène bucco-dentaire, spécifique ou incluse dans la procédure toilette? Si oui, est-ce qu'elle inclut du matériel adapté au profil des résidents, qui doit être mis à disposition dans la structure, selon les structures par la famille ou par l'établissement? Et est-ce qu'elle inclut la fréquence de réalisation des soins d'hygiène bucco-dentaire du résident? Concernant la formation des professionnels, parmi les professionnels amenés à réaliser ou accompagner les soins bucco-dentaires quotidiens des résidents, quel est le pourcentage de professionnels formés? Et parmi les professionnels amenés à réaliser une évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique des résidents, quel est le pourcentage de professionnels formés? Enfin, dernier indicateur, l'établissement organise-t-il et assure-t-il une évaluation de l'état bucco-dentaire des résidents par les professionnels de la structure au minimum tous les 6 mois? Ces indicateurs seront à renseigner en ligne sur le site de Primo. Je ne vais pas m'attarder sur la formation de formateurs car elle se situe au niveau régional. Je veux juste préciser que le groupe de travail a élaboré un cahier des charges pour que la formation des équipes d'hygiène par des chirurgiens dentistes soit standardisée. Les équipes d'hygiène viennent ensuite former in situ les professionnels des établissements médico-sociaux. Pour ce faire, ils s'appuient d'une part sur la formation qu'ils ont reçue et d'autre part sur des outils qui sont mis à leur disposition. Le contenu des ateliers qui sont réalisés in situ doit comprendre l'enjeu de l'hygiène bucco-dentaire des résidents, l'éducation des résidents, l'aide à la réalisation quotidienne de l'hygiène bucco-dentaire des résidents dépendants et l'évaluation semestrielle de l'état bucco-dentoprothétique. Alors, quels sont les outils mis à disposition? Nous avons recensé tous les outils qui étaient produits par des instances nationales ou régionales sur la thématique. Nous n'avons pas réalisé de sélection. Par contre, nous les avons triés et classés par thématique dans 3 tableaux. Donc, vous avez ici les 2 premiers tableaux, sensibilisation des résidents, de leurs proches et des professionnels. Évaluation, le deuxième tableau, évaluation de l'état bucco-dentoprothétique. Et troisième tableau, qui est un tableau immense, formation aux pratiques d'hygiène bucco-dentaire au quotidien des résidents. Et vous voyez que pour une ligne représente un outil, et pour chaque outil, vous avez un certain nombre de critères descriptifs qu'on va revoir dans la diapo suivante. Ces tableaux figurent en annexe du programme, mais comme ils sont tout à fait indigestes, on vous propose un catalogue des outils. Alors, c'est pas le catalogue de la Redoute, c'est le catalogue des outils de formation à l'hygiène bucco-dentaire pour les établissements médico-sociaux. Et dans ce catalogue, vous retrouvez les 3 tableaux dont je vous ai parlé. Donc, c'est quand même 12 pages de tableaux classés par thématique. Et vous voyez que dans chaque tableau, pour chaque outil, vous retrouvez les différents critères. Donc, l'organisme qui a produit l'outil, l'année de production, le secteur concerné, personnes âgées ou handicapées, la cible, et puis un descriptif des outils avec les objectifs et puis bien sûr son nom, le type d'outil, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une fiche pratique, d'une vidéo, d'un jeu sérieux, etc. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vous emmène directement sur l'outil, sur la page du site producteur de l'outil, hein. Ces outils ne sont pas hébergés sur le site de Primo. Et puis enfin, vous avez un renvoi vers une page du document, puisque suite aux 12 pages de tableau, vous avez 18 pages de descriptif des outils, notamment qui vous permettent surtout de visualiser les outils. Donc vous avez ici l'exemple des fiches pratiques du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté et aussi des outils qui ont été proposés par l'ARS Île-de-France qui, comme vous pouvez le voir, sont très imagés. Alors j'ai peu de temps pour faire un focus sur les outils. J'en avais sélectionné quelques-uns. Vous avez ceux de l'ARS Île-de-France qui permettent notamment d'élaborer des protocoles individualisés pour chaque résident. La fiche d'évaluation du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté présente l'avantage de proposer un schéma de la cavité buccale avec la numérotation des dents. Cette même fiche d'évaluation est proposée par le CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes sous format texte ou imagé et elle permet de calculer un score. Le CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes a proposé un jeu pour apprendre à utiliser cette fiche et un autre jeu pour sensibiliser les professionnels et les résidents aux enjeux de l'hygiène bucco-dentaire. Le CEPIAS Bretagne propose des vidéos. Je vous ai mis également les fiches conseils de l'UFSBD et les fiches pratiques de la SODEV. La SODEV est spécialisée dans la prise en soin des personnes en situation de handicap.
et elle propose également une grille d'évaluation. Donc là, j'ai passé en revue vite fait seulement un échantillon des nombreux outils qui sont proposés dans le catalogue. Point d'attention de ce programme, pour les établissements médico-sociaux, il permet de répondre à un critère de la HAS qui est libellé ainsi. L'établissement définit sa stratégie de prévention et de maîtrise du risque infectieux et s'assure de sa mise en œuvre. Le programme sera lancé au 1er janvier 2026, en tout cas c'est ce qu'on vise sur le site de Primo. Et je remercie les nombreuses personnes des CEPIAS qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Je vous remercie. Et comme annoncé, nous prendrons les questions en fin de séance et je cède la parole au docteur Benoît Perrier pour l'intervention suivante. Merci beaucoup. Eh bien, effectivement, là, je vais aborder avec vous certains repères autour, effectivement, de la santé bucco-dentaire qui vont permettre d'avoir un socle commun par rapport, effectivement, à l'enjeu de ces pathologies et aussi certaines approches par rapport à des personnes qui peuvent être dépendantes en en établissements médico-sociaux. On est sur une présentation qui est assez succincte. Après, ça peut se développer comme ça a été présenté plus complètement à travers des formations. Je représente donc l'Union française pour la santé bucco-dentaire, qui est une association qui a été créée par la profession pour regrouper les chirurgiens dentistes qui souhaitaient agir en prévention, notamment en dehors de leur cabinet. On arrive bientôt sur nos 60 ans. On intervient dans différents secteurs. Souvent, on est connu effectivement pour nos actions milieu scolaires. Depuis une trentaine d'années, nous accompagnons notamment les établissements médico-sociaux du champ du handicap ou des EHPAD sur les enjeux de la santé bucco-dentaire et notamment des gestes du quotidien. Alors la bouche, c'est une cavité, effectivement, qui est un petit peu particulière parce que c'est un carrefour sur lequel on va être aux frontières de différents milieux, du milieu extérieur, du milieu intérieur, qui vont permettre différentes fonctions, des fonctions de respiration, des fonctions d'alimentation, des fonctions aussi de communication. Et donc c'est un carrefour assez particulier avec différents enjeux. Déjà, pour qu'on se représente effectivement la bouche, c'est un ensemble effectivement de différentes dents qui ont chacune des fonctions bien précises. Il n'y a pas de dents superflues, ça c'est quelque chose qui est important. On a un capital qui se met en place, notamment à l'âge adulte, qui est à préserver au maximum parce qu'on ne pourra pas le renouveler ou le régénérer. On va avoir notamment les incisives qui sont des dents qui vont permettre de couper le bol alimentaire. Les canines dans chaque angle vont permettre éventuellement d'arracher, d'éjecter. Et puis molaires et prémolaires sont très importantes parce qu'elles vont permettre de broyer, de former effectivement un bol alimentaire qui a déjà été pré-traité. Et c'est la première étape de la digestion. Et on a une deuxième phase aussi lors de ce broyage qui est l'injection d'enzymes salivaires qu'on va revoir dans un instant. Donc, pas de dents superflues, elles ont toute une fonction. À partir du moment où il manque des dents, qu'elles n'ont pas été remplacées, on va avoir une perte de capacité masticatoire. On estime qu'à peu près à partir de 3 dents, il y a un impact sur la santé, effectivement, 3 dents absentes, sur la santé et même la durée de vie. Alors, la dent, c'est un tissu complexe qui, en fait, est un organe à part entière, qui a sa propre vascularisation avec une innervation à l'intérieur. Mais la surface externe, c'est une surface qui est inerte. À partir du moment où l'éruption s'est faite, elle ne va pas se modifier, elle ne va pas pouvoir se régénérer, elle n'est plus alimentée. Cette surface de la dent, à l'extérieur, dans la partie visible, on est un peu comme un iceberg, on voit à peu près un tiers de la taille de la dent. C'est la couronne dentaire qui est constituée sur sa face extérieure d'émail, qui est le matériau le plus dur de l'organisme, aussi dur que du diamant, qui va être très dense, qui est riche en minéraux. Et cet émail, en fait, va être très résistant, mais il y a une chose qui le met en danger, c'est l'acidité de manière générale. Tout ce qui va être acide va avoir tendance, en fait, à détruire les cristaux d'émail de la dent. Et ne pourra pas être régénéré par l'organisme, en tout cas. En dessous, on a la dentine, qui est la même constitution que l'émail, sauf qu'en fait, c'est un matériau qui est beaucoup moins dense, il y a beaucoup plus d'espace à l'intérieur. Donc, il va être moins résistant, mais il est protégé, normalement, puisqu'il y a l'émail et il y a la gencive qui va recouvrir toute la partie dentine, qui est le corps vraiment de la dent, à proprement parler. Et puis, ce qui va faire l'étanchéité au niveau de la cavité buccale, ce sont les gencives qui vont effectivement faire une jonction au niveau des dents pour protéger l'infiltration éventuellement d'organismes au sein de notre corps, notamment des bactéries plus particulièrement, ce qui va nous intéresser. Ces dents, bien sûr, elles sont attachées à un substrat d'os, parce que s'il n'y a pas d'os, les dents ne peuvent pas tenir. Donc, voilà un petit peu les enjeux. Et ces dents, elles baignent
dans un liquide qui est la salive, qui est aussi un élément à part entière, qui est à prendre en compte, notamment aussi dans les évaluations de risques carieux, par exemple, et puis de qualité de vie. Cette salive, elle a une première fonction de lubrifier, notamment d'éviter que les muqueuses se collent au niveau des joues, des dents, des lèvres. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui peut à la longue disparaître éventuellement avec l'âge. On a des glandes salivaires qui sont moins actives ou à cause de traitements médicamenteux qui vont être cialopribes. Cette salive, elle va aussi apporter un nettoyage partiel, bien sûr, mais naturel des dents, notamment quand on va mastiquer. On a un flot très riche de salive qui va quand même apporter une sorte de rinçage naturel avec différents éléments, dont notamment des agents antibactériens qui sont très intéressants, avec aussi des enzymes digestifs qui sont importants. Et quand on dit qu'il faut un certain temps de mastication, c'est pour broyer le bol alimentaire, mais aussi pour laisser un temps d'action à nos enzymes digestifs pour que le suite de la digestion se passe bien. Elle va apporter aussi des éléments de pouvoir tampon. Donc, le pouvoir tampon, c'est la capacité, en fait, à limiter, par exemple, dans notre cas, un contenu acide, en tout cas de le neutraliser. Donc, c'est un élément qui va être important quand on sait que les dents craignent l'acidité. Et puis, il y a des éléments aussi qui vont favoriser la reminéralisation de l'émail, qu'on a des cristaux qui ont été légèrement fragilisés au niveau de l'émail. On va avoir des minéraux qui peuvent se refixer en fait à travers des éléments apportés par la salive. Donc c'est quelque chose qui est transparent, qui paraît rien, mais qui a beaucoup de fonctions, beaucoup d'intérêt. Et quand la salive diminue, ça peut être un vrai problème et une augmentation des risques et des problèmes de qualité de vie ou des problèmes de risque après au niveau des pathologies. Alors, les dents elles peuvent être malades. On a trois grandes raisons ou trois grandes pathologies, on va dire, qu'on va retrouver. Il y a une pathologie qu'on va éliminer assez rapidement, qui sont les pathologies érosives. En fait, c'est une attaque directe de l'émail par de l'acidité. Ça va être globalement lié à l'alimentation. On a une alimentation qui va être très acide, par exemple avec des agrumes, qui va être corrosive, qui peut complètement détruire à la longue la dent si on a vraiment une alimentation qui se répète au quotidien au niveau acidité. Ou ça peut être aussi, par exemple, des reflux gastriques qui peuvent apporter, dans une moindre mesure, en niveau fréquence, éventuellement une acidité en bouche. Donc là, on n'est pas du tout sur une pathologie, on va dire, liée à des bactéries, à la différence des caries et des maladies parodontales sur lesquelles on va zoomer un petit peu, qui sont des pathologies d'origine bactérienne. Alors, pour avoir ces pathologies, il faut des dents, les gencives qui soient présentes, avec notamment une plaque bactérienne, alors qui est naturelle, au niveau de la peau, on a une flore bactérienne, en bouche aussi, on a une flore bactérienne, mais l'enjeu, ça va être de la maîtriser, qu'elle soit dans une phase qui soit plutôt protectrice qu'agressive, en fait, qui puisse provoquer des pathologies. Un des éléments importants pour ces bactéries, c'est bien sûr l'alimentation. Notre alimentation va participer aussi à alimenter la flore bactérienne et notamment certains nutriments, par exemple glucidiques, peuvent effectivement être générés, en tout cas, des pathologies liées à un traitement par les bactéries. Alors, quand on a des pathologies bucco-dentaires, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a besoin d'un temps de macération qui se fait. Une plaque bactérienne, pour qu'elle se forme, qu'elle devienne active, c'est à peu près 12 heures. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir la désorganiser, pas l'éliminer, on a besoin d'avoir une flore, la désorganiser à peu près 2 fois par jour, toutes les 12 heures, pour effectivement maintenir la flore bactérienne dans un état, en fait, qui ne soit pas agressif vis-à-vis des dents et des gencives et de notre organisme, tout simplement. Alors la plaque dentaire, c'est un enduit qui se présente sur les dents, qui va être constitué de bactéries, de débris aussi cellulaires au niveau des gencives et de débris alimentaires, qui va se former. Cet enduit qu'on voit mou, qu'on peut caractériser par exemple en passant un ongle facilement sur les dents en cours de journée, c'est cet enduit qui, en macérant et sur lequel où les bactéries vont s'associer entre elles, parce que c'est plus de 600 espèces de bactéries qui peuvent s'associer effectivement pour devenir un gang et attaquer soit les dents, soit les gencives. Alors, on va avoir plusieurs familles qui cohabitent dans cette grande famille de bactéries. Il y a des associations. On va avoir des bactéries qui sont spécifiques, qui vont permettre une fermentation en fait acide, qui vont digérer les glucides et libérer en fait une acidité en bouche, qui vont être la cause des maladies carieuses. Et la maladie carieuse, donc c'est une déminéralisation qui est provoquée à cause d'acides bactériens. Donc, on est vraiment sur une maladie bactérienne. Donc c'est un enjeu effectivement important de lutte effectivement par rapport à des pathologies bactériennes. En anglais, le terme il est assez caractéristique, ça s'appelle tooth decay, pourriture de la dent. C'est exactement effectivement ce mécanisme qui est à l'origine. Alors c'est un mécanisme qu'on peut tout à fait éviter et prévenir.
C'est quelque chose qui se passe en quelques minutes, en fait, quelques minutes, plutôt, pas en quelques minutes, plutôt en quelques heures pour s'activer, et on va avoir une flore qui va être pathogène après si on répète un comportement qui va libérer plusieurs jours en fait une déminéralisation. Donc une maladie carieuse va s'établir éventuellement sur quelques jours, quelques semaines en fait. À la différence du deuxième temps au niveau des d'autres flores qui elles produisent des toxines et des enzymes qui vont attaquer en fait plutôt les gencives en créant une inflammation chronique et c'est des mécanismes qui sont très longs sur plusieurs mois, plusieurs années en fait pour s'établir. Donc l'évolution d'une maladie carieuse, en fait, à partir du moment où on a une atteinte du tissu dentaire avec une cavité, c'est inexorable, ça va progresser si on n'a pas un soin pour pouvoir l'arrêter. Mais on peut stabiliser notamment avec des gestes du quotidien, qui est la première phase du traitement, c'est de limiter la progression de la plaque bactérienne, de reminéraliser notamment avec des dérivés fluorés. Ça va être important avant de se précipiter éventuellement sur des soins curatifs. On a besoin de corriger les facteurs du quotidien pour rétablir un équilibre bucco-dentaire. Le tartre, c'est la plaque dentaire qui s'est minéralisée, qui est restée en place, qui n'a pas été déplacée pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et qui là en permanence va maintenir des bactéries en contact, notamment au niveau des gencives, et créer une inflammation. Et on va arriver effectivement à une gingivite, qui est une maladie réversible au départ. On a une inflammation superficielle, et si on la laisse s'installer dans le temps, on va avoir une destruction petit à petit à travers une parodontite de l'os, des gencives. Ça peut aller jusqu'à la perte des dents. Donc, ce sont des maladies d'origine bactérienne et notamment un point très important, c'est le nettoyage interdentaire qui est un des facteurs importants dans la prévention de ces pathologies. Voici différents stades de maladies parodontales. Alors, il y a un fort lien entre santé bucco-dentaire et santé générale, c'est indissociable. Il y a des interactions entre eux, de manière très schématique, très rapide. On va avoir des interactions qui peuvent être directement liées aux bactéries qui passent dans la circulation sanguine, puisqu'il y a une rupture éventuellement entre la bouche et l'organisme, ou éventuellement, c'est les mécanismes inflammatoires qui se répondent. Et on va avoir des pathologies, par exemple des surinfections bronchiques, et notamment sur les personnes, sont souvent à partir d'origine de germes dentaires quand on fait des prélèvements, quand il y a une mauvaise hygiène. Ça peut aussi avoir des conséquences au niveau cérébral, au niveau rénal, au niveau du diabète, au niveau aussi articulaire. Donc il y a différents axes effectivement sur lesquels on va avoir des interactions au niveau cardiaque et même au niveau des grossesses. Un des points très importants, c'est qu'une santé dentaire dégradée, avec notamment des édentements, avec aussi une qualité de mastication difficile, passe à introduire effectivement une des premières sources de la dénutrition, puisqu'on va avoir une sélectivité alimentaire. On va aller vers des aliments qui sont plus mous, plus riches en glucides, moins riches en protéines. Derrière aussi, quand on a une santé dentaire dégradée, il y a une baisse de la communication, une baisse de l'esthétique. On a un comportement effectivement de dépression, d'anorexie qui aussi entraîne un phénomène derrière de dénutrition qui peut aller sur une dysfonction notamment immunitaire. Donc c'est des enjeux importants de pouvoir intégrer la santé bucco-dentaire dans le quotidien. 4 pistes pour pouvoir agir: l'alimentation, d'avoir une alimentation qui soit régulée si possible avec on va dire 3-4 prises alimentaires par jour. Si on en a plus, on va avoir en fait un milieu qui sera tout le temps acide et qui va être à risque pour les dents. Et si on ne peut pas faire autrement, par exemple, on a besoin d'avoir une alimentation fractionnée, il faudra qu'on soit au top par rapport notamment au protocole d'hygiène, avoir un renforcement éventuellement. Différents aliments qui ont des risques différents, il n'y a rien d'interdit. Simplement, c'est quand on va les manger et comment on va les consommer aussi et la quantité. Donc attention aux aliments acides, aux aliments sucrés. Il y a plein d'aliments salés en fait qui sont très riches en glucides. Puis tous les aliments qui sont sucrés et qui collent aux dents vont être les plus à risque parce qu'on va avoir une persistance beaucoup plus importante en bouche et donc ça va améliorer le développement de la flore bactérienne. Au niveau de l'hygiène bucco-dentaire, vous avez un mémo qui est disponible, vous pourrez télécharger, qui rappelle certains points. L'objectif au quotidien, c'est d'avoir une toilette bucco-dentaire 2 fois par jour, des dents, des gencives, des prothèses éventuellement, qui fait partie de la toilette de manière intégrante. Ce qui va être important au sein des établissements, c'est de bien caractériser les populations et notamment de connaître ces publics et de savoir comment se positionner aussi en tant qu'aidant professionnel. On a 3 grandes familles en fait au niveau de nos résidents. On va avoir bien sûr des personnes qui sont totalement dépendantes et sur lesquelles il y a une prise en charge qui est déjà généralement mise en place.
de voir effectivement si les gestes sont adaptés, de se réassurer éventuellement sur ces pratiques. Mais on va avoir aussi un public qui a besoin d'assistance, qui a éventuellement une certaine autonomie, qui peut avoir du mal, par exemple, par contre, à appuyer sur le tube dentifrice ou à brosser, une personne qui peut brosser, par exemple, le côté gauche, mais qui a du mal à brosser le côté droit. Donc, de garder la capacité de la personne et de pouvoir l'accompagner éventuellement, de l'aider dans des gestes, effectivement, qui peuvent être difficiles. Et puis, on a le gros enjeu des personnes qui sont en institution, qui sont autonomes, mais ça ne veut pas dire que l'hygiène bucco-dentaire est forcément autonome, est forcément optimale, et c'est souvent là où on peut avoir le plus de problèmes parce que c'est un public qui est un peu plus caché, puisque sur ce côté-là, ils sont autonomes. Mais en fait, il est important de les conseiller, de motiver, de réévaluer régulièrement si la qualité de leur hygiène est optimale, parce que c'est là souvent où on peut avoir le plus de problèmes en fait avec l'expérience dans les établissements. Et pour tous ces publics, bien réévaluer si ces publics sont toujours dans ces catégories-là, et notamment si les soins individuels qui ont été définis par l'équipe restent toujours valables, s'il y a des évolutions à faire. Donc à peu près une période de 6 mois, comme vous en parliez en introduction, c'est une bonne période de réévaluation en général. Pour ça, il y a bien sûr le contrôle de plaque au niveau de l'hygiène, avec la première partie, le brossage, d'avoir un brossage qui peut être manuel, soit l'utilisation aussi d'une brosse à dents classique souple, soit des brosses à dents trifaces ou une brosse à dents électrique qui est assez intéressant, qu'on doit aider une personne pour faire l'hygiène à un tiers. C'est un outil, notamment la brosse à dents électrique, qui a été développé à l'origine quand même pour les patients handicapés, hein, faut le savoir, qui est très intéressant. Aussi qu'on doit faire l'hygiène à un tiers. On peut avoir des accessoires, doigtiers, des cales aussi qui sont intéressants, qui ne sont pas des ouvre-bouches, qui sont des cales qui permettent à des patients qui ont du mal à garder la bouche ouverte de s'appuyer dessus et de pouvoir effectivement réaliser après les différents soins qui sont nécessaires. L'usage d'un dentifrice au fluor qui est indispensable, au moins à 1450 ppm. Ça peut se moduler après en fonction du risque individuel. Et on doit pouvoir l'utiliser même sur des patients qui ne peuvent pas cracher. Dans ce cas-là, on diminuera la quantité, mais d'avoir effectivement un agent de reminéralisation va être très important dans la prévention carieuse. Vous retrouvez différentes vidéos de conseils à travers une série qui s'appelle Mon dentiste m'a dit sur YouTube, que vous pouvez voir en accès libre. De définir un protocole individualisé pour cette hygiène est important, notamment avec le turnover qu'on peut avoir au niveau des équipes, de savoir si la personne, quel est son type d'autonomie, s'il y a des prothèses, quels sont les gestes qu'on doit réaliser, quel matériel est disponible. Voilà un exemple après de checklist qui peut être plus ou moins complété, mais qui doit être à disposition au quotidien. Vous avez aussi des outils d'évaluation. Vous avez par exemple cet outil d'évaluation qui permet régulièrement de savoir où en est le patient autour de 8 items, qui permet de faire un peu le point, une observation de bilan infirmier autour de l'état de santé bucco-dentaire, du vécu aussi du patient, et de voir s'il y a des signes d'alerte éventuellement qui peuvent nécessiter l'intervention, notamment d'un chirurgien dentiste ou d'un médecin selon les besoins. Au niveau des prothèses aussi, quelques guidelines. Les prothèses, ça s'entretient après chaque repas, c'est quelque chose qui est important en les retirant, en brossant les dents dans ce cas-là, en brossant aussi la prothèse, avec quelque chose qui est très simple, c'est le savon de Marseille, un savon plutôt liquide en termes d'hygiène, on va dire, qui va être le plus efficace avec une brosse à dents à prothèse. À la différence des dents, c'est une brosse à dents dure. Voilà, on brosse une prothèse au-dessus de l'eau, comme ça, s'il y a une chute, si ça dérape, on évite une fracture. C'est des règles de sécurité qui sont importantes à connaître. Une prothèse, si elle n'est pas portée la nuit, on la laisse au sec, on la laisse pas tremper, parce que sinon on risque d'avoir un développement notamment d'une flore au sein de porosité de la prothèse, notamment des mycoses, des choses comme ça qui peuvent après se développer. Puis le dernier point, c'est effectivement le suivi professionnel. À quand remonte la dernière visite, qui doit être plus un suivi de prévention normalement, hein, notamment surtout sur les personnes dépendantes, qu'un suivi curatif. C'est quelque chose qui va être important effectivement à mettre aussi avec les accompagnants, les familles, où c'est pas toujours la logique effectivement des familles. On attend plutôt d'avoir un problème avant de consulter. Donc 4 points clés au niveau de la prévention, qui est le socle, hein, à tout âge, à n'importe quand, pour essayer d'avoir un équilibre en bouche, pour éviter les pathologies bucco-dentaires. Et la prévention, elle fonctionne à tout âge au niveau bucco-dentaire, c'est quelque chose qui est important, et elle a un intérêt, même quand on a une santé dentaire dégradée, c'est le premier élément en fait qui va permettre de corriger les facteurs et d'améliorer le quotidien. Vous retrouvez 2 guides qui sont spécifiquement dédiés aux EHPAD, aux structures de personnes handicapées, qui vous donnent des références, qui sont des guides très complets, de la direction jusqu'aux équipes, où chacun peut y retrouver effectivement des éléments par rapport à sa pratique. Voilà pour mon intervention, puis je vais laisser la parole à mes collègues infirmières.
Donc, merci de nous donner cette parole et de rebondir sur les propos précédents. Avec Anaïs, on va rentrer un peu plus, on va dire, directement dans la réalisation et dans ce qui pose difficulté dans notre quotidien, parce qu'on en connaît bien les règles, mais on sait aussi que derrière, il faut des ajustements, à la fois à la personne, mais aussi à nos organisations dans nos lieux d'exercice. Et en particulier, on l'a déjà vu dans les notions de fonction de la bouche, ce qu'on va être les uns les autres plus attentifs en fait à des signes d'alerte qui vont nous faire dire que attention là, il faut retourner à l'évaluation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, soit c'est en train d'être dit par la personne, ou ça repose beaucoup sur l'observation des aidants et des professionnels auprès des personnes. On va s'arrêter plus particulièrement sur certaines situations, et notamment par rapport au matériel et la manière d'entrer en bouche. On sait très bien que la bouche, elle est fonctionnelle, comme l'a rappelé le docteur Perrier aussi, quand elle est humidifiée et quand elle est intègre. Et donc, c'est toute la difficulté de ces soins quotidiens, à la fois des auto-soins que peuvent réaliser les personnes avec stimulation ou avec un simple contrôle du matériel mis à disposition, mais davantage la réalisation par un tiers. Dans nos différentes professions professionnelles de santé ou d'aide, nous avons, dans le médico-social, nous avons des formations initiales qui nous amènent à aller un petit peu plus loin, mais c'est toujours bon de le revisiter en équipe dans le milieu dans lequel on exerce. Tout d'abord, l'hygiène bucco-dentaire fait partie intégrante du projet de soins et du projet de vie du résident. Et il va s'exprimer à travers un plan personnalisé de soins, comme l'a dit notre docteur sur sa présentation d'avant. Cela peut nécessiter l'intervention et la coopération de plusieurs professionnels de santé. Par exemple, un travail ou une aide technique pour améliorer la praxie, des soins dentaires en partenariat avec le chirurgien dentiste, la réadaptation de la prothèse avec le prothésiste dentaire, une bouche altérée nécessitant une prise en charge médicale, une éducation thérapeutique du patient sur l'utilisation correcte d'un protocole, comme comment faire un bain de bouche, etc. Le plan de soins personnalisé portera également le consensus d'équipe sur qui, quand, comment. Qui le réalise? Donc là, bien sûr, on va évaluer l'autonomie fonctionnelle. Quand le réaliser? On le sait, le facteur temps, il est contraint dans nos services. C'est une réalité. L'hygiène bucco-dentaire n'a pas à être exclusivement réalisée par l'équipe du matin, c'est l'affaire de toutes les équipes. Autorisons-nous à avoir de la souplesse. Ce qui est important, c'est qu'il soit fait. Peu importe que ce soit fait le matin, le midi, l'après-midi, le soir. D'autant plus que chez les personnes qui sont dépendantes, associer l'hygiène bucco-dentaire avec la toilette, eh bien souvent c'est super fatigant. Et il vaut mieux dissocier ces deux soins, laisser un temps de récupération. Cela permet une meilleure participation de la personne aux soins d'hygiène bucco-dentaire quand il est dissocié de la toilette. En deuxième principe, ayons le réflexe de l'humidification buccale en amont du repas ou de la prise médicamenteuse afin de faciliter la déglutition. Proposons un rincer-cracher systématique en fin de repas ou alors terminons le repas par une prise hydrique pour éliminer les dépôts éventuels de nourriture restante en bouche. Cela aide au maintien d'une bouche propre et facilite grandement l'hygiène bucco-dentaire au quotidien. En troisième point, l'évaluation de l'état buccal. Elle fait partie intégrante du rôle autonome des infirmiers et des aides-soignants. Autonomie fonctionnelle, matériel utilisé, état de la cavité buccale. Elle doit être réalisée à l'entrée du patient, de façon répétée et régulière, et aussi, surtout, à chaque épisode aigu. L'hygiène bucco-dentaire nécessite de soigner la qualité d'approche de la personne. Elle peut être perçue comme intrusive. Recherchons donc l'adhésion, la participation. Mesurons l'impact du soin et du matériel que nous utilisons. Ajustons la durée à la fatigue du patient, sont autant de facteurs à prendre en compte dans la réalisation de l'hygiène bucco-dentaire. Enfin, pouvoir avoir le choix dans le matériel utilisé est vraiment indispensable.
poursuis par rapport à ce que vient de pointer Anaïs et que nous avons vu aussi en début d'introduction, nous avons un certain nombre de matériel à disposition, encore faut-il qu'il soit effectivement adapté à la personne et notamment à la personne dépendante. Et on voit bien que là, nos astuces métiers vont avoir des retours qu'on va pouvoir porter, vont aider justement au choix du matériel, notamment que ce soit une brosse à dents électrique maintenant plus souvent à disposition et qui parfois le moteur fait encore un peu peur à certains de nos résidents ou handicapés. On a souvent privilégié des brosses à dents à 8 poils maximum, c'est-à-dire des brosses à dents pédiatriques qui aident vraiment à aller rentrer en bouche, aller même vers le fond, provoquant beaucoup moins de réflexes nauséeux. Donc on voit bien que sur ces choix de matériel et sur les conseils, il y a aussi tout un travail à faire avec notamment les collègues des magasins hôteliers ou des impacts de nos marchés quand on en a. On a repéré aussi, et on va y revenir sur la réalisation du soin pour l'entrée en bouche, mais notamment sur toute la question des prothèses. On a repéré aussi que l'utilisation de bacs à ultrasons pour les prothèses sont intéressants pour le nettoyage. C'est pas forcément un investissement très onéreux et on peut aussi les utiliser pendant qu'on fait d'autres soins. Donc tout ça, c'est à réfléchir, notamment avec les populations que vous pouvez avoir dans vos structures. Le docteur Perrier tout à l'heure parlait aussi de ces astuces pour garder en bouche, notamment quand on a des personnes qui ont plutôt tendance à fermer la bouche quand on en rentre sur le côté à droite, à gauche ou au milieu. Donc les cale-bouches sont intéressants. On a plein de petites astuces comme ça qui nous permettent de trouver une manière d'entrer. On va le regarder en partie en vidéo et notamment de discuter en équipe de ce qui marche sur ces ouvertures, fermetures de bouche, puisque c'est souvent par rapport à ces phénomènes-là qu'on va réussir à avoir des éléments probants et surtout que ça motive l'ensemble de l'équipe à le faire et pas simplement que quelques irréductibles gaulois. Donc, dans le quotidien, comme on l'a vu avec le docteur Perrier, 3 profils de personnes soignées pour 4 situations de soins. La bouche est saine, la bouche est non évaluable en l'état ou la bouche est altérée ou pathologique. Une bouche altérée reste du rôle propre infirmier. Une bouche pathologique nécessite une intervention médicale. Le maître mot de la réalisation d'hygiène bucco-dentaire, c'est la qualité de l'approche. J'aimerais faire remarquer qu'entretenir une bouche propre régulièrement est très souvent moins chronophage que de devoir nettoyer une bouche altérée. Par expérience, une bouche altérée, ça peut nécessiter entre 2 et 4 heures de soins par tranche de 15-20 minutes à maximum. Évidemment qu'on ne travaille pas 2 heures dans une bouche, mais une bouche propre, c'est quelques minutes de soins et cela participe à la qualité de vie, à l'amélioration de la nutrition, à la diminution des risques infectieux, surtout quand le résident est à risque de fausse route. Donc le premier profil, c'est le patient autonome. Je vérifie le geste, le matériel, la technique du brossage et du rincer-cracher. Je peux compléter, aider ou apporter une compétence technique, voire même proposer un matériel qui correspond mieux aux besoins. Quand la bouche est propre, on peut faire un test au verre d'eau si on a un doute sur la déglutition et selon demander un avis à l'orthophoniste. L'état dentaire va également guider sur la texture des repas adaptés ou non. Et ça, ce sera vrai aussi pour les 2 profils suivants. Les résidents, dépendants coopérants. Je supplée ce qu'il ne peut pas faire tout en stimulant les automatismes, notamment le rincer-cracher. On a souvent des rincers-crachés qui sont pas très efficaces. Ils peuvent aussi avaler, c'est pas grave, hein. Mais ça permet d'enlever vraiment une partie des débris de la nourriture après le repas. C'est une vraie aide dans le maintien de l'hygiène bucco-dentaire. Je sais que laisser faire, c'est souvent plus long que faire. Du coup, on intègre cela à une organisation globale. On fait le lit en attendant, ou on laisse le patient pour qu'il fasse ce qu'il peut faire. On va voir quelqu'un d'autre et on revient. Voilà, pour terminer le soin de bouche. Et enfin, la dernière situation, le résident va être dépendant non coopérant. Donc, pour commencer, on va rechercher les causes du refus de soins qui sont plus ou moins difficiles à trouver. Et c'est à travers la relation de confiance que le soignant va avoir accès à la bouche. Il faut être patient, accepter le refus du soin, mais continuer à proposer. Accepter dans un premier temps d'accéder par exemple que à la partie de l'arcade extérieure des dents. Et le secret, c'est vraiment d'y travailler en équipe, se partager les astuces qui fonctionnent, même si elles fonctionnent pas tous les jours. Chantonner, un horaire particulier, travailler avec des saveurs
en utilisant de l'eau gélifiée, pour rééduquer à l'entrée en bouche d'un bâtonnet ou d'une brosse à dents. Proposer sans insister, accepter le refus, mais surtout y retourner. Je vais vous inviter à regarder une petite vidéo, si la régie peut lancer les deux petites vidéos. Alors, on prend un bâtonnet blanc, imbibé de bicarbonate ou d'eau fraîche, au choix, que je viens rouler sur une compresse pour enlever l'excédent d'eau. Je viens ensuite le rouler dans de la vaseline pour y mettre une fine pellicule de vaseline. On peut aussi d'ores et déjà humidifier son petit doigt avec de la vaseline. Monsieur, je vais mettre du doux sur vos lèvres. Donc on vient appliquer sur la bouche du patient, sans oublier les commissures, le bâtonnet, imbibé de vaseline. Pour venir décoller la lèvre, je passe mon petit doigt, j'entrouvre la bouche pour passer et venir frotter pour humidifier et graisser l'intérieur de la bouche sans faire mal. Donc, pareil, de la même façon, je viens mouiller la brosse à dents, essorer l'excédent d'eau, prendre une petite pointe de dentifrice. Je pose ma brosse à dents. Je viens hydrater mon doigt, toujours pour venir ouvrir, entrouvrir, voilà, la bouche du patient. Pour ouvrir, je garde en éclairage le bâtonnet pour venir brosser la bouche. Ce qu'on voulait visualiser avec vous dans cette petite vidéo que vous aurez donc à disposition, c'est la manière de tenir la lampe, de tenir aussi le bâtonnet quand on doit y recourir pour permettre justement d'avoir un appui, et puis d'aller avec la brosse à dents de petite taille. Et là, c'est vraiment très important, cette petite taille, pour pouvoir aller progressivement dans l'ensemble de la bouche, y compris de frotter sur le palais en douceur, de frotter aussi la langue quand on voit qu'elle est saturée. Et c'est tous ces petits éléments-là cliniques en fait qui vont faire la différence. Là, c'est un algorithme qui reprend effectivement des choses qui ont été travaillées avec les équipes, comme le docteur Juard en a parlé aussi pour d'autres équipes, avec à chaque fois ces situations et qu'est-ce qu'on fait et comment on se met d'accord en équipe, avec en interprofessionnalité, à la fois pour l'hygiène bucco-dentaire, mais quand on a une bouche qui commence à être une bouche altérée, comment on travaille autour de ça, et notamment dans les principales problématiques que nous pouvons avoir sont les bouches qui sont sèches, les bouches qui peuvent avoir des croûtes et des dépôts, qui sont souvent celles pour lesquelles il va falloir passer un peu de temps, comme le disait Anaïs, ou des bouches mycosiques, ulcérées, douloureuses et hémorragiques, voire nauséabondes, pour lesquelles, là aussi, on va pouvoir accompagner l'hygiène bucco-dentaire par souvent des thérapeutiques médicamenteuses ou un rythme différent d'organisation. Pour terminer et passer à la discussion, tout ce qui est en lien avec les ateliers, le compagnonnage, faire ensemble, discuter en équipe de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, est essentiel. Et on a trouvé utile, avec la mission Primo et le docteur Perrier aussi, de partager ces expériences, et notamment celle-ci, des ateliers d'entrée en bouche, des ateliers qui viennent répéter avec les collègues qui sont déjà formés en formation initiale ou un peu moins, de toutes ces astuces en fait qui permettent de repérer et d'évaluer la bouche, mais aussi de regarder comment l'introduction en bouche vient générer de l'anxiété. C'est un soin intrusif, et donc la manière dont on va décoder et se raconter comment ça marche, c'est essentiel, qu'on soit en exercice de jour, de nuit, se raconter qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui ne marche pas. Quand on a peur d'y aller, quand ça nous dégoûte d'y aller, c'est tous ces éléments-là qui vont faire la différence en travail d'équipe. Merci beaucoup. Alors, je remercie les intervenants pour leur présentation.
Et la session est ouverte pour les questions que vous avez pu poser dans le chat. Merci beaucoup pour ces 3 présentations. En effet, il y a pas mal de questions, de remarques dans le chat, donc on va essayer d'y répondre. Si on n'a pas le temps, on vous fera une synthèse, hein, bien entendu, des questions pour lesquelles il n'y aura pas eu de réponse. Une première question, plus orientée sur la formation. Qu'en est-il des bus itinérants permettant des interventions dans les établissements se situant dans des zones ayant peu de dentistes? Là, je pense que c'est plutôt vers vous, docteur Perrier, que je me tourne pour cette question. Pas des modalités en fait généralement de prise en charge. Il y a eu quelques expérimentations. On en avait fait il y a une vingtaine d'années en fait, mais c'est pas une méthode d'intervention spécifique pour de la chirurgie, en tout cas au niveau national. Ok. À ma connaissance, il y a des expérimentations Oui. en cours dans certains départements sur certains financements. Oui, c'est ça. Mais on voit bien que ce qui est souligné derrière, c'est comment on peut avoir accès effectivement à des ressources contraintes et comment on arrive à avoir des astuces au plus près de nos territoires en proximité et reproduire des expériences. Et merci vraiment à la mission Primo d'avoir rassemblé tous ces éléments-là, puisque du coup, ça nous donne vraiment à voir, apporter beaucoup d'espoir en mutualisant, en partageant les outils et ces retours d'expérience qu'il faut qu'ensemble on va plus loin et surtout on ne se décourage pas dans une pratique qui reste quand même une pratique difficile, et plus les personnes présentent des troubles déficitaires, plus c'est complexe à organiser. Et là, on parle bien de l'hygiène et de l'évaluation qui vont permettre d'orienter plus rapidement vers le chirurgien dentiste ou vers d'autres professionnels. Anaïs a parlé de l'orthophoniste. Quand on peut aussi avoir le recours d'une ergothérapeute, par exemple, ben là, on va pouvoir aussi travailler souvent sur l'autonomie de la personne par rapport à ses praxis, vous voyez, et à l'entrée en bouche. Ouais. 2 autres questions là, plus sur la formation. Quels sont les organismes finalement qui peuvent former soit les IDE, soit les AS pour faire ces évaluations d'hygiène bucco-dentaire? Donc c'est plutôt ça, c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Finalement, en France ou en région ou par département, vers qui on peut se tourner pour avoir ce type de formation? Alors, peut-être je vais apporter une première réponse et puis peut-être que Benoît Perrier pourra compléter. Dans le programme proposé par Primo, la formation, lorsqu'elle est mise en œuvre dans une région, elle est réalisée par les équipes d'hygiène qui se proposent de venir dans les établissements formés. Et ces équipes d'hygiène sont préalablement formées par des chirurgiens dentistes. C'est ce qu'on a appelé, nous, la formation de formateurs. Nous, ce qu'on a identifié comme organisme formateur, alors UFSBD propose des formations, hein, que ce soit, vous compléterez, hein, soit directement pour les professionnels des établissements, soit pour les équipes d'hygiène. Et puis par ailleurs, par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'URPS chirurgien dentiste qui s'est chargé de proposer une formation. Il y a d'autres organismes formateurs qu'on a identifiés, là je vous les ai pas listés, mais qui ont été en partie identifiés dans le programme qu'on vous mettra à disposition. Effectivement, nous, on est un réseau national hein, avec des comités départementaux, régionaux, en fonction des territoires. On a des chirurgiens dentistes qui sont calibrés sur la formation. Ça fait une trentaine d'années qu'on fait ces actions-là vis-à-vis des établissements médico-sociaux, mais même aussi des structures hospitalières. Pour rappeler aussi que dans un certain nombre de professions, dont celle que vous venez de citer, infirmière et soignante, ça fait partie de la formation initiale. Donc en formation continue, on retrouve aussi des éléments clés qui sont proposés. Il faut aller regarder aussi dans les organismes, et notamment en tant que CNP, ça fait partie des fiches de cadrage que nous retournons dans les priorités nationales pour qu'effectivement ça puisse être redécliné ensuite par des organismes de formation, des associations ou des organisations entre nous. Je tiens à souligner aussi que beaucoup d'équipes mobiles, que ce soit des équipes mobiles gériatriques qui se déplacent à domicile ou dans les EHPAD, ou des équipes mobiles douleurs soins palliatifs gériatriques qui se déplacent, ont souvent cette possibilité de faire du compagnonnage et de proposer en binôme avec des professionnels de la structure, avec l'organisation, avec l'encadrement, le médecin coordonnateur ou l'infirmière coordonnatrice. Voilà, ces temps d'atelier, c'est ce qu'on vous a mis aussi à disposition, parce qu'effectivement, c'est très, très opérant de faire ces temps courts, répétés régulièrement. On connaît le turnover et on observe souvent, c'est pas un désintérêt, c'est que c'est probablement un des soins les plus complexes à mettre en œuvre, et on court toujours après cette notion de temps. Donc c'est aussi pour cela que quand on nous dit
Il faut faire au moins 2 brossages par dent par jour et par personne. Parfois, c'est déjà toute une montagne parce qu'on est avec des tongs et un maillot de bain et là, on nous demande d'aller sur l'Himalaya. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi, pour des personnes extrêmement dépendantes, mettre en place? Notamment, vous voyez, recourir à ce qu'on a appelé, nous, le rincer craché, y compris avec de l'eau gélifiée pour permettre déjà de retirer un certain nombre de dépôts en bouche, peut permettre de garder aussi un temps pour un brossage efficace une fois par jour, et ça fait la différence. Un peu comme dans ces expériences qu'on a encore aujourd'hui dans certaines écoles qui font du brossage de dents pour les enfants, et on voit que quand ils arrivent au collège, ils ont au moins une fois, ils n'ont pas de caries ou très peu de caries. Donc vous voyez, c'est cet engouement et cet engagement collectif qui va faire la différence, et pas forcément de se dire faut impérativement pour tous on est ça, parce qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrive pas. Ça va être une question un peu pratique également. Il y a un EHPAD qui avait finalement un dentiste qui intervenait dans l'établissement, sauf que le financement a été retiré. Et donc, la personne n'intervient plus. Est-ce que vous avez des pistes ou comment faire pour réaliser le bilan d'entrée des résidents quand il y a finalement plus de professionnels dentaires intervenant dans l'établissement? Alors, le bilan d'entrée, l'objectif, c'est qu'il puisse être rattaché au chirurgien dentiste traitant de la personne, notamment qu'il y ait du lien sur sur un lieu de soins, en fait, pas forcément en établissement. Ça, c'est une priorité. Après, on a une ressource effectivement professionnelle qui était rare. Je dis qu'elle était rare parce qu'on a une dynamique professionnelle qui est assez intense. Là, en quelques années, on a énormément augmenté. On va continuer fortement à augmenter. Notre population, là, cette année, aura presque gagné 4000 chirurgiens dentistes et ça va continuer dans cette dynamique-là. Donc, les choses sont en train de, on va dire, comme pour les médecins, on commence à avoir effectivement les évolutions des formations qui arrivent après en production, on va dire, pour les professionnels. Merci pour ce retour. C'est bon. Vous voulez rajouter? Sinon, je poursuis sur d'autres questions plus pratiques. Comment faire quand le résident bloque le bâton de mousse quand on doit laver seulement les quelques dents qui lui restent? Alors, je pense que je vais prendre la parole pour cette question. Alors, c'est pas grave, on attend. En fait, on attend et ils finissent toujours par réouvrir la bouche. On y va tranquille. On peut avoir 2 bâtonnets des fois en bouche, c'est-à-dire un bâtonnet blanc qui va faire une contre-stimulation au niveau des gencives et qui favorise cette ouverture et ce maintien de la bouche, ou qui va venir justement mâchouiller, et un autre bâtonnet qui travaille. Mais honnêtement, tous les patients, moi, qui m'ont mordu mes bâtonnets, ont tous fini par me le rendre. On tire pas dessus pour pas arracher la mousse et on attend. Mais travailler avec 2 bâtonnets ou un bâtonnet et une petite brosse à dents, ça aide vraiment à ce qu'en fait, il y ait une contre-stimulation qui occupe et qui permet de pouvoir travailler sans être gêné. Donc, avoir une autre, un autre élément qui permet de gagner l'attention et de moins focaliser sur le brossage des dents qui va avoir lieu par le C'est la professionnel. Je vais répétition qui même va donner permettre aussi l'astuce. l'accès, hein, voilà. Voilà. Et je vais même partager l'astuce qui est que les bâtonnets en mousse sont des matériaux qui coûtent cher. Sur un nettoyage de bouche, vous pouvez le rincer comme on rince une brosse à dents et en utiliser un. Et ensuite, on le jette. Mais vous n'êtes pas obligé, en fait, à chaque fois que vous passez et que vous ressortez, de jeter votre bâtonnet. Quand il n'y a pas de problème spécifique, hein, je parle pour un usage d'hygiène bucco-dentaire normal. Voilà. Comme une brosse à dents, en fait. Comme une brosse à dents. Voilà, la brosse à dents, vous la jetez pas à chaque fois. Le bâtonnet en mousse, pas forcément non plus. J'ai une autre question un peu plus peut-être médicale, une bouche mycosique. Quand le soin de bouche doit être fait, est-ce qu'il doit être fait par une infirmière ou par une aide-soignante? Quel type de professionnel en fait peut réaliser ce soin euh, pour une bouche mycosique? Alors, sur l'hygiène bucco-dentaire, on sera sur une hygiène qui sera à peu près standard, c'est-à-dire qu'il y aura une prescription d'antimycosique généralement. Et c'est surtout, par exemple, s'il y a des prothèses aussi, il va falloir les désinfecter. Donc ça, c'est à voir lors de la prescription, parce que donc si c'est un médecin ou un chirurgien dentiste, de voir effectivement les adaptations d'hygiène, mais sur la partie soins d'hygiène, c'est pas quelque chose qui va changer. On prend les mesures de précaution d'hygiène classiques, hein, de toute façon, qu'avec tous les résidents. Vous parliez tout à l'heure du port de gants, par exemple. Voilà, c'est plus effectivement de faire attention à la médication qui a été prescrite en parallèle. Souvent, en fait, il y a des durées qui peuvent être assez longues. Souvent, c'est des traitements de 3 semaines, de bien respecter ça. Sinon, on va avoir une résurgence. Voilà, donc c'est pas forcément très spécifique sur le soin, mais c'est le traitement à côté qu'il faut qu'il soit bien suivi. Et surtout de fractionner effectivement soit le rincer craché, soit l'hygiène
de la bouche, parce que c'est aussi ça qui va aider. C'est là où avoir anticipé ces situations-là, comme dans le logigramme qu'on vous a montré, ou que le docteur Gère a montré d'autres en retour d'expérience, est essentiel, c'est-à-dire d'anticiper ces phénomènes-là pour que quand on est confronté à la situation, on ait les réflexes rapides qui se mettent en place, parce que ces protocoles-là peuvent être tout à fait écrits. On a pu voir, nous, dans nos structures, combien le fait d'avoir travaillé ensemble en amont permettait le jour J, quand on évalue la bouche et qu'on se rend compte qu'il y a un refus, quelque chose qui est un peu différent, notamment chez des personnes qui ne sont pas en capacité de l'exprimer autrement que par leur comportement, combien cette anticipation va être un gain important en qualité de vie. D'accord. Je voudrais même compléter, alors je vais prendre juste 30 secondes pour dire qu'il faut quand même dissocier l'hygiène bucco-dentaire de l'application du produit médicamenteux. L'hygiène bucco-dentaire, c'est bien l'affaire de tous et c'est pas la même chose que l'application médicamenteuse. Mais comme dans les traitements antimycosiques, souvent c'est une application de contact. Si l'hygiène bucco-dentaire n'est pas réalisée, le médicament ne sera pas efficace. Donc ça va ensemble. D'accord. Une C'est un cause, c'est qu'il y a un commentaire qui... déséquilibre. Donc c'est vrai qu'il faut vous chercher pourquoi il y a eu un déséquilibre aussi. Hein, voilà, faut pas que ça revienne. Systémique. Hein. Il y a des commentaires qui vont dans ce sens-là dans le chat. Il y a aussi les éducateurs et les AMP qui peuvent finalement réaliser ce soin. Donc, tout le monde peut s'en occuper. Une autre question concernant un IME avec des enfants polyhandicapés. Comment faire avec les saignements de gencives? Comment gérer ces saignements de gencives chez les enfants polyhandicapés? Alors, s'il y a saignement de gencive, c'est qu'il y a une irritation bactérienne, en fait, parce qu'il y a souvent pas d'hygiène sur cette zone-là, qu'il n'y a pas eu de brossage. Donc, en fait, il faut rebrosser. Alors, ça va saigner, c'est normal, parce que dès qu'on va toucher une zone inflammatoire, spontanément, il va y avoir un saignement, mais plus on va revenir avec l'hygiène, plus ça va dégonfler, plus on va diminuer, en fait, l'inflammation. Donc, sur cette situation-là, c'est vraiment la qualité de l'hygiène, et notamment on brosse pas que les dents, on brosse aussi les gencives, qui va être essentiel. Le En choix du plusieurs temps. matériel également parce que ils auraient tendance à avoir des brosses à dents un petit peu dures des fois dans les IME parce que il y a ces représentations comme quoi si la brosse à dents est dure, elle durera plus longtemps dans le temps et du coup il y en aura moins à acheter. Puisque j'ai mon papa qui est éducateur, du coup je me permets de relever que le bon matériel est aussi à vérifier. Le matériel important pour limiter justement ces situations. Que pensez-vous des gouttières brosses à dents ultrasoniques pour les personnes réfractaires au brossage simple? C'est quelque chose qu'on voit apparaître sur les réseaux. Voilà. Qu'en est-il de ces gouttières pour le brossage, enfin, en tout cas l'hygiène bucco-dentaire des résidents réfractaires? Ça sera pas plus accepté, hein, parce que c'est très C'est ça. invasif et surtout en termes d'efficacité, on va pas la morphologie dentaire, chaque dent a vraiment des formes spécifiques et c'est pas quelque chose qui va être satisfaisant pour le contrôle de plaque. Il existe des brosses à dents électriques qui peuvent être, par exemple, soniques, elles sont un petit peu plus silencieuses et les oscilorotatives, par exemple. Les brosses à dents trifaces aussi, là, qu'on montrait tout à l'heure, qui peuvent être aussi intéressants. Et c'est pas en mettant quelque chose de plus gros que ça va mieux marcher, hein. C'est sûr. Pour faire le lien avec là, ce que vous disiez, en effet, il y a un MAS qui utilise des brosses à dents trois faces pour les résidents avec des troubles autistiques. Donc, qu'en pensez-vous? Donc, j'imagine que c'est plutôt une bonne solution finalement Oui, c'est pour ces intéressant. Bah, de résidents. toute façon, tout ce qui va essayer de faire progresser l'hygiène aussi, ça peut être l'autonomie, hein, dans ce cas-là, par exemple aussi, certains secteurs, c'est intéressant. Donc, on va essayer à chaque fois, de temps en temps, de progresser si on peut. Mais la brosse à dents triface est intéressante, effectivement, vis-à-vis de certains publics. Ça vaut le coup de proposer, vous voyez, plusieurs matériels en fait pour trouver celui qui va correspondre à la personne, parce que c'est bien de ça dont il est question souvent, hein, où il peut y avoir Ce de qui est la peur, important, de c'est d'évaluer le l'anxiété. résultat. Est-ce qu'il reste de la Exactement. plaque, en fait, derrière? C'est Ouais. ça vraiment qu'on cherche. Est-ce qu'on a bien désorganisé la plaque ou est-ce que la personne a pu bien désorganiser avec le matériel qu'elle a, hein, parce que les brosses à dents trifaces sont très importantes pour garder un maintien de l'autonomie aussi, hein, voilà. Donc, c'est d'évaluer quel est le résultat qu'on obtient. Ouais. La notion de, comme vous le disiez, d'autonomie, hein, donc le manche. Voilà, souvent on a parfois des matériels avec des manches un peu particuliers. Bah, tout ça, ça va venir agir sur la praxie, l'envie de s'en servir et de se le mettre dans la bouche ou de se laisser apprivoiser pour que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Il y en a beaucoup. Je vais en poser peut-être une dernière sur par exemple, le fluor. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas se rincer la bouche après l'utilisation d'un dentifrice au fluor? Des personnes entendent ça. Voilà, je pense que ça peut être la dernière question et le reste des questions, on vous fera une synthèse que vous retrouverez sur le site internet de la mission Primo.
Oui, effectivement, l'action des agents fluorés, en fait, elle n'est pas immédiate. Elle a besoin d'un temps d'action. Il y a besoin aussi d'un temps, par exemple, de mécanisme avec la salive. Après le brossage, on va recracher, bien sûr, de dentifrice et on va garder un film sur les dents qui va permettre, en fait, d'avoir vraiment l'action du fluor qui vient reminéraliser, rendre l'émail plus résistant face à l'acide. Hein, c'est ça l'objectif. Et aussi qui a un rôle antibactérien. Donc, si on le rince tout de suite, bah, c'est comme une crème de beauté. Si vous la retirez tout de suite, on n'a pas trop l'effet. Donc, on a besoin d'un mécanisme chimique dans le temps. Donc, on va le laisser agir. Donc, on recrache. Et si, comme je disais tout à l'heure, la personne ne peut pas recracher, on va diminuer la quantité, en fait. Par exemple, et puis, comment passer une compresse c'est pour retirer l'excès, s'il y a un petit peu d'excès. Mais c'est important, effectivement, en agent de prévention vis-à-vis de la reminéralisation au quotidien. Donc, on laisse agir. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un peu débordé. On va s'arrêter là. Je vous remercie encore une fois, chacun d'entre vous, les intervenants, ainsi que Charlotte et Sonia, qui sont aux manettes de la technique et pour la commodération. Merci Merci de beaucoup. Merci à l'invitation. tous. Merci. Merci pour Au revoir. l'invitation. À bientôt, au revoir. Au revoir.